Le sentiment de sécurité est l'un des besoins fondamentaux de l'être humain. Mais celui-ci fait souvent face à un obstacle, le risque. Existe-t-il des moments dans notre vie où nous ne courons aucun risque? Une chose est sûre, le risque de se prendre une balle de golf frappée par Kennedy est de 0%. Pour la simple et bonne raison qu'il est mort. En revanche, tous les 50 à 100 ans environ, un astéroïde de 20 mètres de diamètre peut potentiellement frapper la Terre. Nous percevons le risque comme quelque chose de négatif. La plupart des gens ne veulent surtout pas en prendre. Pour éviter le moindre risque, est-ce qu'il ne vaut pas mieux rester en sécurité chez soi? De nombreux risques que nous ne soupçonnons même pas nous guettent à la maison. Si nous ne sommes même pas capables de prévenir les risques chez nous, à quel endroit? La vie serait bien fade si l'on ne courait jamais le moindre risque. Ce n'est que lorsqu'on est mort qu'on ne risque plus rien. À tant fuir le danger, est-ce qu'on ne passerait pas à côté de nos vies? Faut-il plutôt se dire « qui ne tente rien n'a rien » ? En 1901, Annie Edson Taylor, une veuve américaine de 63 ans, souhaite accomplir un exploit au risque d'y laisser sa vie. Après plusieurs mauvais coups du sort, elle n'a qu'une idée en tête. Connaître la gloire et assurer ses vieux jours en devenant la première femme à se jeter dans les chutes du Niagara à bord d'un tonneau. Par miracle, elle s'en sort indemne, devient célèbre, mais pas riche. 10 ans plus tard, le Britannique Bobby Leach accomplit le même exploit et fait quant à lui fortune. Son succès sera toutefois de courte durée, car 9 ans plus tard, il fait une chute mortelle en glissant bêtement sur une pelure d'orange. Morale de l'histoire ? Le risque est l'éventualité que quelque chose de grave se produise. Cela n'arrive pas à tous les coups, mais ce risque est bien réel et la probabilité qu'il se réalise est plus ou moins grande. Par exemple, le plus grand risque que j'ai pris aujourd'hui, c'est de verser dans ma tasse de café du lait périmé depuis avant-hier. Le goût du risque est propre à chaque individu, à l'instar de nos empreintes digitales. Comment percevons-nous le risque et comment le gérons-nous? Personnellement, je le vois comme une empreinte digitale. Il comporte lui aussi des volutes et autres tourbillons. Et il est comme ancré dans nos gènes. Cela signifie-t-il que certaines personnes sont génétiquement prédisposées à prendre plus de risques que d'autres? Peut-on établir un lien entre notre ADN et notre propension à prendre des risques, quand nous avons tendance à rouler à toute vitesse, à boire trop d'alcool, à changer fréquemment de partenaire sexuel ou encore à fumer comme un pompier? Oui, mais à un très très faible pourcentage, environ 2%. Une étude récente a démontré que seuls 2% de nos gènes nous incitent à prendre des risques, ou au contraire, à les éviter. Si notre comportement face au risque n'est pas vraiment génétiquement prédéterminé, est-ce parce que c'est nous qui décidons de mener ou non une vie risquée? Ce qui compte, ce sont les décisions que vous prenez après avoir pris conscience de votre goût du risque, de votre personnalité et de votre vécu. Tout cela vous permet d'optimiser vos choix professionnels et financiers, mais aussi vos fréquentations. C'est la seule part du risque ancrée dans vos gènes que vous pouvez influencer. Et si on évitait tout simplement de prendre des risques? Si on ne court aucun risque, on ne risque pas d'avancer. Si on n'avait jamais pris de risque, on n'aurait rien inventé. Et on n'oserait même pas emmener nos enfants sur un terrain de jeu. Les risques font partie de la vie. Ce sont des opportunités. Mais une opportunité est-elle forcément synonyme de risque? Comme l'opportunité de se détendre lors d'une promenade, par exemple, qui va avec le risque de se prendre un pot de fleurs sur la tête. Nous vous avons demandé d'évaluer votre rapport au risque sur une échelle de 1 à 5. 1 correspondant à peu enclin à prendre des risques, et 5 désignant une grande propension à prendre des risques.
Les résultats du sondage montrent que vous avez plutôt tendance à jouer la carte de la sécurité. Seul un quart d'entre vous semble avoir le goût du risque. Il est impossible d'éviter le risque. Car risquer, c'est choisir. C'est décider de ce qu'on veut faire de sa vie. Donc, quand certains affirment ne pas vouloir courir de risques, ils souhaitent en réalité éviter d'entreprendre des choses qui pourraient leur nuire. Mais à force de contourner le risque, on passe aussi à côté de belles opportunités. Où en serions-nous si Galilée n'avait pas eu le courage de déclarer publiquement et au péril de sa vie que la Terre n'était pas le centre de l'univers? Et si le chirurgien Christian Barnard avait hésité à effectuer la première transplantation cardiaque? Si personne n'avait jamais couru de risque, notre monde serait tout autre. Nous vivrions probablement encore dans des grottes et nous chercherions à nous protéger contre tout. Car qui dit pas de risque, dit aussi pas de progrès. Se pourrait-il qu'éviter un risque nous soit plutôt préjudiciable? Lorsqu'on essaie d'éviter un risque, on se met souvent encore plus en péril. Prenons le 11 septembre 2001. Par crainte d'un nouvel attentat terroriste, un grand nombre de personnes a boudé l'avion au profit de l'automobile durant les 12 mois qui ont suivi l'attaque. Résultat, le nombre d'accidents de la route a considérablement augmenté. En 2002, on comptabilise 1600 morts de plus que l'année précédente. Toutes ces personnes auraient pu survivre, étant donné qu'on n'a recensé aucun crash mortel dans l'aviation civile aux États-Unis durant les 5 années qui ont suivi l'attentat. Une évaluation des risques aurait donc permis de sauver des vies. C'est d'ailleurs l'essence même du risque, évaluer la probabilité d'un événement. Alors pourquoi ne pas tout simplement faire le calcul? Le décès brutal d'une masse d'individus dans un court laps de temps sème la panique. C'est ce que j'appelle la peur des risques de choc. Les risques auxquels nous sommes exposés chaque jour et que nous pensons pouvoir contrôler sont quant à eux refoulés. Qui, en démarrant le moteur de sa voiture, pense automatiquement aux 369 accidents mortels de la route qui surviennent chaque jour dans le monde? C'est peut-être dû au fait que jadis, quand les humains vivaient en petits groupes, la perte soudaine d'une masse d'individus mettait en péril l'ensemble de la communauté. Cette peur ancestrale, qui n'a pourtant plus lieu d'être aujourd'hui, peut à nouveau refaire surface. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, mieux valait être capable d'évaluer un risque très rapidement. Un bruissement dans les buissons, c'est peut-être un lion, vite, taillons la route. Une analyse un peu trop approfondie des risques pouvait nous être fatale. Mais que se passerait-il si au lieu d'un simple lion, nous étions confrontés à toute une ménagerie de risques? À notre époque, il est très complexe d'évaluer un risque, car nous sommes submergés d'informations. Il faut donc réussir à les filtrer, mais aussi avoir le sens des priorités et aller à l'essentiel. C'est un vrai challenge. Pourtant, avec toutes les précautions que nous prenons depuis des siècles pour minimiser les dangers, notre monde devrait être sécurisé à 100%, non? La plupart des gens pensent que le terrorisme représente un risque majeur. Mais en Allemagne, les attaques de ce type ne font que 8 morts par an en moyenne. En revanche, 200 personnes décèdent accidentellement en s'étouffant avec une pièce métallique du stylo qu'ils étaient en train de grignoter. Un risque dont on ne pouvait évidemment pas se douter avant l'invention du stylo à billes. Est-ce pour cela que nous prêtons autant attention aux risques? Parce qu'il existe de plus en plus de choses qui en comportent? De nombreux risques peuvent être correctement évalués grâce à des données et des statistiques. Il est en effet possible de calculer les risques et de les comparer entre eux. Mais est-il possible de mesurer le risque d'une seule chose? De créer une sorte de baromètre à risque? Pour cela, les mathématiciens et les statisticiens ont inventé il y a très longtemps une unité de mesure appelée micromort. Elle correspond à une chance sur 1 million de mourir. Une chance sur 1 million. C'est la dose moyenne de risque que l'on prend au cours d'une journée normale.
Tout au long de sa vie, on peut accumuler un très grand nombre de micromorts. Par exemple, un marathon équivaut à 7 micromorts. Une césarienne à 170 micromorts. Et une ascension d'un sommet himalayen à 12 000 micromorts. Un micromort raccourcit la vie d'un humain d'environ une demi-heure. Mais pour cela, encore faut-il que la personne survive à son premier jour sur Terre. La courbe des probabilités de décès est très intéressante à observer. Elle commence à 1500 micromorts pour les nourrissons le premier jour de leur vie. Une fois qu'ils y ont survécu, ils ont passé le plus dur. Ensuite, la courbe baisse de façon phénoménale jusqu'à l'âge de 10 ans, où on atteint le point le plus bas avec un quart de micromort. La courbe remonte alors lentement, et à l'âge de 25 ans, on arrive à 1 micromort. Par la suite, le nombre de micromorts doublera tous les 7 ans. À 32 ans, nous avons 2 micromorts, et à 39 ans, 4 micromorts. Et si nous atteignons l'âge de 100 ans, nous aurons 1500 micromorts. Un nourrisson a donc autant de micromorts à sa naissance qu'une personne âgée de 100 ans. S'il existe même une unité de mesure pour évaluer les risques, nous devrions donc théoriquement être des experts en la matière. Chaque personne évalue les risques auxquels elle est exposée en fonction de ses habitudes de vie. Par exemple, le bacon que vous mangez quotidiennement peut raccourcir votre vie. Mais certains se disent « À quoi bon vivre sans bacon ?» Certaines des choses que nous apprécions le plus augmentent les risques de mourir. Mais parfois, notre addiction est telle qu'elle affecte grandement notre capacité à évaluer les risques. Certaines personnes mènent une vie tellement risquée au quotidien que leur nombre de micromorts ne cesse de grimper. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'inverser la tendance. 5 portions de fruits par jour représentent un gain d'environ 4 microvies, soit 2 heures de vie supplémentaires. Néanmoins, un autre danger nous guette chaque année. À votre avis, quel est le jour le plus dangereux de l'année pour chacun d'entre nous? Eh bien, c'est celui de notre anniversaire. Selon une vaste étude, la probabilité de mourir le jour de son anniversaire est 14% supérieure à la moyenne des autres jours. Si nous faisons quelques excès le jour de notre anniversaire et que nous nous mettons par la même occasion en danger, cela signifie-t-il que nous sommes incapables d'évaluer correctement les risques à ce moment précis? Pas étonnant que l'État doive intervenir parfois pour nous protéger de nous-mêmes. L'économiste Sam Peltzman s'est penché sur l'impact de la mise en place de mesures de sécurité légale. Après que la loi américaine de 1968 a rendu obligatoire l'installation de ceintures de sécurité dans toutes les nouvelles automobiles, le chercheur a analysé les statistiques sur les accidents de la route. Et ses conclusions sont stupéfiantes. Si le port obligatoire de la ceinture de sécurité a réduit le risque de décès des occupants d'une automobile, il a en revanche augmenté les risques pour tous les autres. Car les conducteurs avaient tendance à rouler bien plus vite. Certains éléments protègent certes des risques. Un casque à vélo, une ceinture de sécurité, une assurance ou une cagnotte d'urgence. Mais ils poussent aussi à en prendre davantage. En résumé, tout ce qui nous protège des risques peut nous inciter à en courir davantage. Quelles conclusions devons-nous en tirer? Comment évaluer un risque engendré par la prévention d'un autre risque? Après tout, personne ne connaît le nombre de micromorts de chacun de ces actes. Sans compter que nous sommes confrontés quotidiennement à des risques que nous créons nous-mêmes. Un autre facteur nous empêche d'évaluer correctement les risques, notre perception des choses. Et celle-ci correspond rarement aux risques réels. Nous avons tous besoin de nous sentir en sécurité. Et pourtant, nous prenons souvent des risques. Parfois, nous nous adonnons à certaines activités dangereuses, tout en nous disant que les accidents n'arrivent qu'aux autres. Tout comme Helmut Schmidt, ancien chancelier allemand et fumeur invétéré qui devint pourtant presque centenaire. Est-ce le fait de se dire que ça n'arrive qu'aux autres qui explique pourquoi tant de personnes prennent des risques? Qu'est-ce que ça dit sur notre capacité de jugement?
La plupart des gens ont du mal à calculer correctement les probabilités. Ils ont tendance à surestimer les risques mineurs et à sous-estimer les risques majeurs. C'est ce qui explique aussi le succès du loto. Bon, d'accord, il s'agit là d'un tout petit risque étant donné le coût dérisoire d'un ticket de loto. Mais les chances de gagner à ce jeu sont plus faibles, voire bien plus faibles, que de mettre au monde des quadruplés. Tellement faibles qu'on a vraiment peu de chances de gagner. Alors pourquoi continue-t-on d'y jouer ? Il est facile de visualiser 5 petits chiffres. Par exemple, je peux sans aucun problème dénombrer 5 pièces de monnaie sur cette table. Mais s'il y en avait 6, 7 ou 8, je serais obligé de les compter une par une. Pour la plupart d'entre nous, il est très difficile d'assimiler des nombres à 4 ou 5 chiffres. Et quand on a affaire à des nombres à 6 ou 8 chiffres, la majorité des personnes est complètement dépassée. Les chances de gagner au loto sont d'environ 1 sur 14 millions. Pour vous rendre compte de la faible probabilité de gagner au loto, imaginez que vous alignez 14 millions de pièces d'1 euro, dont l'une serait marquée sur le revers, le long de l'autoroute entre Berlin et Erfurt, soit une distance de 300 km environ. Ensuite, c'est à vous de jouer. Vous partez de Berlin, vous prenez l'autoroute en direction d'Erfurt, vous vous arrêtez quelque part, mais prudence, car vous êtes sur l'autoroute. Puis, vous retournez l'une des pièces placées sur le parcours. Si vous retournez celle qui est marquée, c'est comme si vous aviez eu les 6 bons numéros au loto. On ne peut donner du sens aux chiffres que lorsqu'on arrive à les replacer dans leur contexte. Prenons les prévisions météorologiques. Lorsqu'une application météo annonce 30% de pluie le lendemain, qu'est-ce que cela signifie? À quoi correspondent ces 30%? La plupart des habitants de Berlin, où je vis actuellement, pensent que cela veut dire qu'il pleuvra demain 30% du temps, soit 7 à 8 heures au cours de la journée. D'autres pensent qu'il pleuvra dans 30% de la région, soit probablement pas là où ils vivent. La plupart des New-Yorkais pensent que les Allemands n'y comprennent rien. Pour eux, il n'y a que 30% de chances qu'il pleuve à la période indiquée par l'application. Donc, il y a peu de chances qu'il pleuve le lendemain. Alors, qui peut évaluer au mieux le risque de pluie? Qui détient la vérité? Ce sont les New-Yorkais qui pensent à raison qu'il y a 30% de chances qu'il pleuve les jours concernés par cette prévision. À première vue, le risque qu'un pique-nique tombe à l'eau peut paraître insignifiant. Et pourtant, les prévisions météorologiques peuvent avoir un impact énorme. Et si elles s'avèrent erronées, cela peut coûter beaucoup d'argent. C'est justement ce qui s'est passé en Australie. En 2023, la saison estivale était annoncée comme particulièrement chaude et sèche. Mais cet été-là, le pays a subi de fortes précipitations et des inondations qui ont causé de gros dégâts. À l'époque, les autorités n'étaient pas du tout préparées à un tel déluge. Nous manquons souvent d'informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions et évaluer les risques correctement. Mieux vaut toujours remettre en question les prévisions scientifiques soi-disant solides et objectives, car elles sont souvent loin d'être aussi fiables qu'on le pense. Autre exemple. En 1995, une annonce du Comité britannique pour la sécurité des médicaments sème un vent de panique dans le pays. La nouvelle pilule contraceptive augmenterait le risque de thrombose de 100%. De nombreuses femmes préfèrent donc y renoncer. L'étude a révélé qu'une femme utilisant un contraceptif de 2e génération sur 7000 avait été victime d'une thrombose. Avec la toute nouvelle pilule de 3e génération, on est passé d'1 à 2 femmes sur 7000. Autrement dit, l'augmentation du risque absolu n'était que de 1 pour 7000, tandis que l'augmentation du risque relatif était de 100%, puisqu'on est passé d'1 cas à 2. Si on avait laissé de côté le risque relatif et qu'on avait uniquement mentionné le risque absolu, qui n'était à l'époque que de 0,01%, beaucoup moins de femmes auraient arrêté la pilule. Les augmentations du risque relatif suscitent la peur. En l'occurrence, cette seule information a entraîné une hausse de 13 000 avortements en moyenne
en Angleterre et au Pays de Galles. Le danger ne résiderait donc pas dans le risque lui-même, mais plutôt dans notre incapacité à l'évaluer correctement. Combien de guerres auraient pu être évitées si les risques avaient été évalués en bonne et due forme? En termes de sécurité nationale, il est important de prévoir la manière dont l'adversaire pourrait réagir. Si l'un des camps s'arme jusqu'aux dents, l'autre fera de même, ce qui entraînera une escalade qui peut s'avérer dangereuse pour les deux parties. La guerre froide est sans doute restée froide en raison de l'évaluation des risques encourus. Seuls quelques facteurs auraient pu conduire à une guerre chaude. Lorsque le président américain Kennedy demande à ses conseillers quelles sont les probabilités de réussite d'une action militaire contre Cuba, ils lui répondent qu'il y a une vraie chance. Et c'est comme ça que fut décidé le débarquement de la baie des Cochons, qui se solda par un véritable fiasco. Selon les conseillers du président américain, les chances de réussite de cette opération étaient en fait de 25%. Si Kennedy avait eu ce chiffre, il aurait probablement revu ses plans. C'est comme lors de la mauvaise communication autour de la pilule contraceptive. Les décisions géopolitiques telles que le réarmement permettent certes à un pays de renforcer sa force de frappe, mais elles comportent aussi souvent des effets collatéraux. Si l'un de vos alliés est menacé sur le plan géopolitique, il faut procéder en amont à une analyse coût-bénéfice, un peu comme si on évaluait les effets secondaires de la pilule contraceptive. Cela permet de venir en aide à son allié sans pour autant être impliqué soi-même dans le conflit et d'éviter ainsi la catastrophe. De quoi rendre la situation encore plus imprévisible et l'analyse des risques encore plus complexe. Ce qui n'est pas le cas avec une table de jeu. Le royaume du risque par excellence, c'est bien sûr le casino. Si l'on en croit l'adage, c'est toujours le casino qui gagne. Les maisons de jeu seraient-elles donc capables de maîtriser le risque ? La roulette est un jeu complexe. On peut miser sur des chiffres, de 1 à 36, ou sur le rouge ou le noir. S'il n'y avait que du rouge et du noir, les chances seraient de 50-50 entre le joueur et la banque. Mais dans les casinos européens, il y a aussi une case verte. Celle-ci réduit alors les chances du joueur à 48,7% environ et augmente celle de la banque à 51,3%. De quoi garantir à la banque un bénéfice sur le long terme d'environ 2,7%. L'existence d'un casino se base sur un calcul des risques très simple. Bon, les casinos ont beau être performants en matière d'évaluation des risques, ils ne sont pas pour autant complètement immunisés. Vous vous souvenez du duo de magiciens illusionnistes Siegfried et Roy ? Leurs quelques 5000 spectacles de magie dans des casinos ont toujours fonctionné à merveille, jusqu'à ce que Roy Horn soit gravement mordu au cou par un tigre blanc lors d'une représentation. Bilan de l'accident, une perte d'environ 100 millions de dollars. Il est important de bien faire la distinction entre les risques que l'on peut calculer et ceux que l'on ne peut pas prévoir, ou du moins pas complètement. Les risques calculables, vous les prenez lorsque vous allez au casino et que vous jouez à la roulette. Les risques non calculables sont ceux qui surviennent à l'improviste. À votre avis, qui vaut-il mieux épouser ? Je vous laisse faire le calcul. Un humain prend environ 35 000 décisions par jour. Chacune d'elles constitue un risque, et chaque risque n'est autre qu'un choix. Mais comment être sûr de prendre la bonne décision 35 000 fois par jour ? Il y a forcément un moment où l'on se trompe, non ? L'instinct ou l'intuition s'acquiert au bout de plusieurs années d'expérience. C'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi-même. On sent si on prend ou non la bonne décision sans que l'on puisse se l'expliquer. Devons-nous donc accumuler suffisamment d'expérience avant de pouvoir évaluer un risque ? Il faut bien comprendre une chose. Une intuition et une décision prise volontairement ne sont pas deux notions opposées. Je dirais plutôt que les deux se complètent.
Lorsqu'on se rend au travail en voiture, le risque de devoir s'arrêter à un feu rouge est de 50%. Il est donc facile à calculer. Mais savoir si la traversée d'une rue est sûre est plutôt une question d'intuition. Il y a aussi des événements auxquels on ne pense jamais, mais qui pourraient se produire. Par exemple, un astéroïde percutant la Terre. Certains risques arrivent de nulle part, comme la peau d'orange qui a provoqué la mort de Bobby Leach. En revanche, nous sommes confrontés à des risques plus dangereux et plus imminents dont nous sommes pleinement conscients, comme par exemple ceux listés par le Global Risks Report. Selon ce rapport, la désinformation, les phénomènes météorologiques extrêmes et la polarisation de la société sont les principaux risques des 2 prochaines années. Se pourrait-il que l'on se concentre trop sur les risques plutôt improbables et qu'on ne se préoccupe pas assez des plus probables? Imaginez que vous êtes en safari et que vous apercevez un magnifique rhinocéros. L'animal se retourne et vous voit. Il renifle, piétine et se prépare à vous attaquer. Que faites-vous? Le rhinocéros gris est une métaphore qui illustre pourquoi certaines personnes voient arriver un danger imminent et agissent pour le contrer, tandis que d'autres préfèrent l'ignorer et finissent par se faire piétiner. Tout le monde est conscient des risques qui menacent notre planète. Et pourtant, nous semblons avoir du mal à trouver des solutions appropriées. Prenons les fake news. Elles nous font courir le risque de tomber dans le panneau. Mais que peut-on faire pour les combattre? Combien de fake news voulons-nous autoriser au nom de la liberté d'expression? Le problème, c'est que si nous nous y opposons, des informations légitimes risquent aussi d'être censurées. C'est justement ça le problème. Dès que nous évitons un risque, nous en créons un nouveau. Mais l'ignorer totalement n'est pas non plus une option. D'une certaine manière, le risque fait partie de la vie. Et en fin de compte, n'est-ce pas une bonne chose? Un monde sans risque et rempli de certitudes serait un ennui mortel.